Sincèrement, votre parcours force le respect, tabarakallah. Vous êtes à la croisée de plusieurs vocations professionnelles. Pourtant, Madame Sobigo, votre professeur à l'époque, quand vous étiez étudiant, vous a dit la phrase suivante: vous ne serez jamais un biologiste. Si cette note, c'est celle qui va faire que vous changez de comportement par rapport, la vérité, c'est un zéro que vous méritez. Entre données et instinct, quelle est la place de l'intuition dans la prise de décision d'un médecin? Au quotidien, on le voit, des gens, vous allez voir sur les réseaux sociaux qui vont vous donner des conseils sur le diabète, sur l'hypertension, sur la nutrition, etc. Des conseils qui n'ont aucun substratum scientifique. La difficulté, c'est d'abord d'être allé dans une spécialité où personne ne voulait y aller. Et les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur, ils grandissent. Et qui commencent à zéro avec des jeunes. Je vous rappelle qu'à l'époque, à ce moment-là, vous avez 36 ans et vous revenez avec des gens donc de 18, 19, 20, 21, 22 ans sur les bancs de l'école pour faire un MBA en finance. On sait tous que l'aspect technique ne suffit pas. Quelles compétences non médicales vous recommanderiez à un médecin? Je m'excuse du terme. Je m'en fous que vous soyez prix Nobel de médecine, si vous recevez mal un patient, ou si vous lui expliquez mal, ou si vous le traumatisez, ou si vous le dédaignez, ou si vous le laissez attendre 4 heures, 5 heures. Quand tu n'as pas de valeur, pour moi, c'est comme quelqu'un qui n'a pas dans le beau sens du terme, qui n'a pas de conscience. Est-ce qu'on est le monde de l'humanité, en quelque sorte? Est-ce qu'on est bien ou moins bien entre progrès, big data, intelligence artificielle? Sans citer de nom, 2 de mes étudiantes à la faculté de médecine, donc de Marrakech, dont une aujourd'hui a réussi brillamment il y a 15 jours dans la meilleure université américaine, médecin spécialiste. Je suis fier d'eux, mais je suis tellement malheureux pour le Maroc. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre podcast Maroc Victoire. Le podcast qui met en lumière les forces vives, les femmes et les hommes d'exception au Maroc. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous étiez plus de 5000 personnes à partager, aimer, à suivre nos premiers épisodes sur Maroc Victoire. Et l'une des principales raisons, certainement, chers téléspectateurs, c'est que ce podcast est fait pour tous ceux qui espèrent à façonner et à bâtir le Maroc d'aujourd'hui et demain, Inch'Allah. Il est fait pour tous les rêveurs, tous ceux qui rêvent grand, très grand, chaque jour et qui ont des nuits plus belles que nos jours. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, chère audience, notre cher invité n'est pas parmi les personnalités qu'on présente. Il est parmi les personnalités qu'on salue, ou plutôt qu'on devra tous saluer. Notre cher invité, c'est un médecin, c'est un professeur, c'est un homme d'action et de conviction, c'est un homme de science et de conscience. Son patriotisme n'est pas un discours, il est traduit dans chaque battement de cœur, dans chaque souffle, dans chaque acte quotidien qu'il fait. Il n'est pas là pour séduire, il est venu pour servir. Servir la jeunesse, servir le Maroc, servir la médecine, servir la vérité, servir les siens, servir les vôtres, et rendre fiers tous ceux qui l'ont connu et soutenu avant tous les autres. Et là, je fais allusion et je rends un grand hommage à ses parents, Allah yarhamhum. Soyez prêts et préparez-vous, chers téléspectateurs. Notre cher invité va vous faire une perfusion de sérum de motivation et d'inspiration, avec toute la dose de confiance qu'il vous faut. Il va nous parler de ses victoires, il va nous livrer l'une de ses recettes. Monsieur Jafar Heikel, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation et merci pour cette généreuse et vraiment très très profonde et émotionnelle présentation. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Jafar Heikel, et merci d'accepter notre invitation malgré votre agenda très très chargé. Je sais, aujourd'hui, il faisait une canicule, comme vous avez mentionné avant l'enregistrement, avec une chaleur accablante. Merci beaucoup, Monsieur C'est Jafar Heikel, de faire ce déplacement pour nous. avec plaisir. Donc, Monsieur Jafar Heikel, à vrai dire, sincèrement, aujourd'hui, je suis trop fier de vous recevoir aujourd'hui. Je suis particulièrement, dans cet épisode, très très fier. Pourquoi? Parce que votre parcours force le respect. Vous êtes, tabarakallah, un professeur depuis plus de 25 ans.
Vous êtes médecin, vous êtes épidémiologiste, vous êtes auteur de plus de 235 communications scientifiques, vous êtes consultant à l'Organisation mondiale de santé, vous êtes expert en santé publique et privée, vous êtes économiste, vous avez participé à la vie politique, vous avez dirigé, vous étiez à la tête de plusieurs instances dans le domaine de santé et de la médecine. Vous avez occupé le poste de directeur général d'Actal Life. Euh, Sincèrement, votre parcours force le respect, tabarakallah, et vous êtes à la croisée de plusieurs vocations professionnelles. Pourtant, Madame Sobigo, votre professeur à l'époque, quand vous étiez étudiant, vous a dit la phrase suivante: vous ne serez jamais un biologiste. Vous avez parlé en haut et en large dans plusieurs podcasts de cette anecdote, mais ce qui m'intrigue et ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi il a dit cette phrase. Est-ce que c'est lié à une erreur monumentale qu'il a jugée monumentale à l'époque, ou bien c'est un malentendu, ou c'est quelque chose de plus profond? Écoutez, d'abord, merci. La fierté pour moi d'être avec un jeune comme vous, parce que c'est vous l'avenir donc de ce pays. Et vous avez fait une école formidable que je connais bien. En tout cas, c'est moi qui vous félicite. Et merci encore une fois de me recevoir. Je pense que le parcours de tout un chacun est un parcours, et j'espère qu'on en parlera, c'est un parcours qui est lié à ce qu'on appelle la vraie définition d'une expérience, c'est-à-dire une accumulation de succès et d'échecs. Et merci d'avoir parlé de mes succès, en tout cas si on peut parler de succès, mais il faudra aussi parler des échecs, parce que les échecs, ça forge la personne et ça va vous aider à ne pas faire les erreurs que moi j'ai pu faire ou d'autres ont pu faire de ma génération, et que vous, la future génération, vous soyez plutôt des acteurs d'un changement social positif pour notre pays que nous aimons tant. Je crois que Madame Soubigou, je ne sais pas encore si elle est vivante aujourd'hui ou non, je crois que c'était probablement une perception, ou en tout cas un jugement de valeur à l'époque, d'une personnalité qui, à l'époque, était une personnalité. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a, dans beaucoup de situations, qui m'a servi, mais qui m'a aussi desservi. C'est-à-dire, j'étais quelqu'un, et vous l'avez dit, je vous en remercie, je suis un homme de conviction. Et Bien sûr. les convictions, quand on les exprime, ça ne plaît pas toujours à tout le monde. Et des fois, vous pouvez dire à quelqu'un, écoutez, j'ai compris, écoutez, peut-être j'ai mal compris, mais peut-être vous avez mal expliqué. Et c'est une façon d'expliquer aux gens, et dire ce qu'on pense à un enseignant ou à un maître, ce n'est pas un manque de respect. C'est simplement, nous avons besoin De plus de d'explications, plus d'explications, nous avons besoin dans le respect mutuel. bien Et, sûr. et d'ailleurs, la meilleure manière d'aimer une personne, c'est d'abord de la respecter. Que ce soit vos amis, votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, vos partenaires, vos profs, vos chefs. Et je crois qu'à l'époque, je suis en train de parler donc de la fin des années 70, c'était en 1980 Exactement. exactement, puisque moi j'ai eu mon bac en 81, et à l'époque, c'était tellement traumatisant pour moi que je n'ai même pas osé montrer le bulletin à mon père, Allah yarhamou, Salih Fadnhar, Rahimahullah. que je ne pouvais pas lui montrer, parce que ça aurait été incompréhensible. Comment mon fils, j'ai fait des sacrifices comme beaucoup de familles marocaines, mon fils est au lycée et sa prof dit semble travailler, mais ne semble pas être fait Pour pour la la biologie. biologie, et toute carrière dans ce sens est totalement exclue. X années plus tard, et je vous parle de 1981, donc ça fait quand même 44 ans plus tard, Dieu merci, je remercie Dieu, je remercie mes parents, je remercie le Maroc qui me l'a permis. Je suis prof de médecine, et je crois que j'ai pas mal contribué à au système de santé de ce pays. Et je crois qu'il ne faut pas en vouloir aux enseignants, je ne lui en veux pas. Ça m'a fait beaucoup de mal, mais ça m'a Ça vous a servi. aidé. Ça m'a énormément servi pour avoir passé le concours de la faculté de médecine au Maroc, et pour avoir ensuite fait un parcours à l'international, et qui m'a permis de revenir dans mon pays, de travailler aujourd'hui dans mon pays, mais toujours avec une valeur, et vraiment merci beaucoup d'avoir insisté, avec des convictions. Et c'est avec des convictions qu'on peut avancer, sachant, et encore une fois, je le dirai dans mes échecs, sachant que des fois les convictions peuvent vous coûter cher. Pourquoi? Parce que quand vous les exprimez, quand vous tenez à vos convictions, je ne parle pas des valeurs, je parle des convictions. Quand vous avez un certain nombre de convictions, eh bien, certaines des personnes qui vous entourent, vos mentors, vos enseignants, vos partenaires, vos collègues de travail, Peuvent ne pas peuvent, accepter.
ne pas accepter, ne pas le vouloir, et au contraire, vous créez un certain nombre donc de situations difficiles. Et d'ailleurs, on le dit, il y a un adage que je suis sûr vous plaira et qui dit, il n'y a qu'à l'arbre stérile qu'on ne jette pas de pierre. Et je trouve que c'est beau. Il n'y a qu'à l'arbre stérile qu'on ne jette pas de pierre. C'est-à-dire qu'un arbre qui donne des fruits, eh ben, on va toujours trouver quelqu'un qui va vouloir faire tomber, donc Critiquer et tout. critiquer. Et la critique constructive, je pense qu'elle est utile. Je crois que pour répondre à votre question, c'est qu'à l'époque, probablement, elle estimait que j'étais une forte tête, que j'avais trop de convictions et que probablement, dans le cadre de son cours, je posais trop de questions. Et poser trop de questions, ça peut des fois embêter les enseignants ou d'autres. Et on va dire, ce monsieur, il n'est pas fait pour ça. Elle s'est trompée, ce n'est pas grave, on peut tous se tromper. 40 et quelques années plus tard, je crois que la vie, en tout cas mon parcours, a Vous bien a donné montré raison. qu'elle s'était probablement trompée. Alhamdulillah, alhamdulillah. Vous êtes produit de l'école publique marocaine. Tout à fait, j'ai fait la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca, d'Elbrelef, en 1981. J'ai passé le concours de médecine où j'ai été accepté, puis j'ai fait toute ma carrière d'étudiant en D'accord. médecine. Euh, J'aimerais bien savoir, pardonnez-moi, monsieur Jaffar, de vous interrompre, avant d'accéder à la faculté de médecine, Oui. vous étiez un élève de l'école publique marocaine. Non, en fait, j'ai fait mes études au lycée Lyoté de Casablanca, que Très vous bien. connaissez, mais j'ai beaucoup fréquenté à l'époque beaucoup de mes amis. Je travaillais beaucoup avec mes amis qui étaient au lycée Mouledris, le lycée Mohamed V, le Khawarizmi, Moulay Abdallah, D'accord. etc. Mais à l'époque, encore une fois, à l'époque, il n'y avait aucune différence entre L'école publique l'école publique et l'école. et les missions françaises ou étrangères. Nous étions proches du même niveau, de excellent niveau dans les deux côtés. Il y avait du bon et du moins bon dans les deux côtés. Mais voilà, moi, pour des raisons X, par hasard ou autre, je me suis retrouvé dans la mission française. Et ensuite, je me suis retrouvé à l'université publique marocaine, comme je vous disais, à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca. Pourtant, il y a plusieurs étudiants qui étudient au lycée Lyoté préfèrent voyager en France, poursuivre leurs études en France. Ben, tout à fait. Je veux dire que ce sont des choix personnels et de vie. Moi, je faisais partie d'une famille modeste. Mes parents étaient des fonctionnaires. Mon père, Lahmo, à Barakallah. l'ONE et ma mère, Chabibor Riyada, la jeunesse et Barakallah. sport, tous les deux des fonctionnaires. Et je n'ai pas alourdir les charges déjà qu'elles avaient de nous avoir éduqués, d'avoir éduqué leurs enfants. Et je pense que, en tout cas, j'ai l'intime conviction que l'université marocaine est une université qui a beaucoup de qualité, qui a formé des femmes et des hommes exceptionnels. Évidemment, est-ce qu'on peut faire encore mieux? Est-ce qu'on peut améliorer? Est-ce qu'on peut soutenir encore plus l'université publique marocaine? Bien évidemment, bien évidemment. Mais en tout cas, à l'époque, c'était un choix où j'avais entre l'école d'ingénieur à l'époque, Hassania, l'école agronomique et la faculté de médecine. Et pour des convictions, encore une fois, Un défi. un défi, des convictions personnelles, j'ai choisi, même si j'avais des inscriptions en France, j'ai choisi la faculté de médecine pharmacie de Casablanca et j'en suis heureux et fier. Et ça met un point de plus pour moi dans la qualité de votre patriotisme, c'est Jafar. Ah oui, je suis un fervent défenseur Barakallah. de mon pays. J'aime mon pays. Je mourrai Alhamdulillah. dans ce pays que j'adore et qui a fait ce que nous sommes. Encore une fois, des fois, et nous tous, on peut autour d'une table, etc., pouvoir un petit peu dire il y a des choses qui vont, des choses qui vont pas. Bien évidemment. Mais, Pour et c'est améliorer. pour ça que des jeunes comme vous seront là pour faire encore mieux ce que nous avons fait et faire Certainement. encore mieux ce que les autres ont. Le Maroc s'est construit sur des siècles et le Maroc évolue depuis des siècles et évolue, et tout le monde s'accorde à le dire, de façon extrêmement positive. Et c'est tout à fait normal et c'est sain de vouloir à chaque fois qu'on fasse mieux, ou qu'on ait mieux, ou que notre pays soit mieux, sur tous les indicateurs sociaux, et qu'on en parlera, socio-économiques et humains. Mais nous sommes, je crois, en tout cas, allez, dans la quasi-totalité donc des Marocains, fiers de notre pays, de ses accomplissements. Et ça ne veut pas dire qu'on ne souhaite pas encore mieux. Voilà. Exactement. Donc, c'est Jafar, certainement, en plus de ce défi académique, votre parcours, votre carrière a été jalonnée de plusieurs épreuves sur le plan professionnel. Si vous pouvez nous raconter quelques épreuves que vous avez dû surmonter pour réussir votre carrière.
Oui, moi j'ai commencé ma carrière en tant que médecin et vous l'avez bien dit. Ensuite, les gens ne comprennent pas toujours, mais on peut le comprendre dans votre émission. J'ai commencé à être d'abord un pur et dur médecin, un clinicien, à soigner des gens que je continue à faire aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, hein. Alhamdoulilah. Mais j'ai également fait un doctorat en économie, j'ai fait un doctorat en épidémiologie et biostatistique. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que la santé, les gens qui pensent que la santé est déterminée par de la biologie et de la génétique, on sait aujourd'hui qu'ils se trompent totalement. La santé, le principal déterminisme de la santé n'est pas génétique ou biologique. Il ne représente que 18 ou 20%. Les principaux déterminants de la santé sont liés à notre environnement dans lequel nous vivons, à notre mode de vie, à notre L'hygiène de vie, comportement, oui. à l'hygiène de vie, à l'environnement social, à l'environnement économique, à l'environnement politique, à l'environnement climatologique. C'est tous ces environnements ensemble qui expliquent un état de santé dans une population. Et donc, si on veut être un excellent médecin qui s'intéresse à la santé publique, je ne parle pas des médecins cliniciens qui veulent que soigner, mais si vous avez une vision globale du système de santé, il faut comprendre l'économique, il faut comprendre la gestion, il faut comprendre les ressources humaines, il faut comprendre l'environnement, il faut comprendre la communication, il faut comprendre la politique, il faut comprendre les enjeux humains et les enjeux de vulnérabilité des populations, le rural, l'urbain, etc. Et ce qui explique un petit peu l'évolution de ma carrière et ce qui explique aussi les difficultés que j'ai pu vivre. Ma première difficulté, c'est d'abord d'être allé dans une spécialité où personne ne voulait y aller. Je vous rappelle que quand moi j'ai terminé mes études de médecine en début 87, où j'allais être docteur en médecine, je suis rentré en médecine en 81, eh bien c'est à l'époque, les premiers cas de sida au Maroc, c'était en 1986, en mai 86, accueillis au CHU de Casablanca, au service de maladies infectieuses, où il y avait 3 ou 4 médecins et tous les autres médecins ne voulaient pas s'occuper donc des cas de sida. Et donc j'ai eu la chance de faire partie de cette équipe. Il y a une équipe formidable de femmes et d'hommes qui étaient là. Il y avait 4 personnes et moi je suis arrivé tout jeune médecin. Tout jeune médecin, je vous rappelle, vous arrivez tout jeune, vous avez à peu près 24 ans et il y a des cas de sida au Maroc et je voulais être parmi cette équipe qui m'ont formé. Je les remercie. J'ai eu de la formation, j'ai appris et j'ai appris surtout aussi à respecter l'autre. Vous vous rendez compte, je suis en train de vous parler de 1987 où vous avez des patients qui ont des comportements sexuels différents, des comportements sexuels classiques, des hétérosexuels. Donc c'est fréquenter des homosexuels, fréquenter d'autres catégories, des drogués par voie intraveineuse, etc., qui sont des gens qui méritent tout le respect nécessaire, qui méritent qu'on les considère comme n'importe quel patient. Et c'était pas facile à l'époque de parler de préservatifs pour les jeunes, de parler de rapports sexuels. Et donc, me retrouver déjà, c'était mon premier défi d'aller et de donner des conférences partout. À l'époque, j'allais à l'ISCAE, j'allais dans les universités un peu partout pour donner des conférences avec les autres médecins pour expliquer les enjeux du sida. C'était mais à l'époque, qui voulait devenir infectiologue? Même aujourd'hui, les infectiologues au Maroc, ça se compte sur le bout des doigts. Il y a très peu d'infectiologues. Et puis ensuite, mon deuxième défi, c'est que quand vous faites maladie infectieuse, pour comprendre les enjeux de développement des maladies infectieuses, il y avait une discipline où il y avait personne au Maroc à l'époque qui s'intéressait à faire ce qu'on appelle de l'épidémiologie. L'épidémiologie, c'est la connaissance des déterminants de survenue d'un phénomène de santé. Ça peut sembler compliqué, mais c'est en fait simplement quels sont les facteurs qui expliquent qu'une maladie revienne dans une population. Pourquoi est-ce que cette population fait plus de maladies que cette autre? Pourquoi les pauvres sont plus malades dans certaines situations que les riches? Pourquoi les femmes ont cette maladie plutôt que les hommes, etc., etc. C'est comprendre. Et donc, c'est intégrer tous les paramètres. Hein, tous les paramètres qui sont économiques, qui sont sociaux, qui sont environnementaux, qui sont climatologiques, qui sont démographiques pour comprendre le phénomène de santé. Et à l'époque, il fallait prendre sa valise. Je n'avais pas de bourse, je n'avais pas d'argent. Il faut pas l'oublier, je vous parle de 1989. Et partir au Canada, dans une université où il fallait parler anglais, où le seul anglais que j'avais, c'était celui que j'avais appris au lycée. Et je me rappelle encore aujourd'hui mes nuits blanches avec le dictionnaire. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque sophistiqué. Le premier Macintosh que moi j'avais, c'était, j'allais dire, comme si on achetait, je ne sais pas, quelque chose à la NASA. Et donc avec un dictionnaire en anglais, aller assister aux cours et les traduire. Et pendant que vous écoutiez le prof, ou des fois 40, 50, 60% de ce qu'il disait, vous ne le compreniez pas.
et passer les examens et réussir et arriver je vous parle des années 80. Et donc entre l'université de Montréal et l'université McGill qui est totalement anglophone, ça a été très très dur. Ça a été très dur où 4 années, ça a été terminer ma spécialité de maladies infectieuses dans des hôpitaux où le modèle de fonctionnement n'est pas un modèle de fonctionnement marocain, c'est un modèle de fonctionnement autre qui n'est pas Les mentalités meilleur au sont monde, mais les différentes. modalités sont extrêmement différentes. Et en même temps, continuer à aller à l'université pour faire son master, parce que c'est un autre modèle, pour faire son master et ensuite pour faire son PhD, son doctorat d'État. Alors que vous étiez déjà docteur en médecine et vous compreniez pas qu'est-ce que ça veut dire être un docteur d'État, un PhD à l'époque. Et donc, trimer autant d'années et ensuite aller faire un postdoc à Boston avec votre prof qui vous apprenne des choses et qui vous apprenne une chose extrêmement importante, la modestie. La modestie, c'est-à-dire des gens, des sommités qui ont écrit des livres et des livres et qui vous disent bonjour, monsieur Jaffar, est-ce que je vous sers un café? Qui est prof chef de service, je l'aurais jamais vécu ici. C'est normal parce que les relations hiérarchiques et les relations humaines sont complètement différentes. Et le deuxième choc qui est extrêmement important, c'est quand vous revenez et que vous avez l'impression que vous avez tous les diplômes du monde où on vous dit non, 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 non. Même si vous revenez avec un PhD, quoi que ce soit, vous passez nos examens. Exactement. Nos examens, nos. Et à l'époque, maintenant je le comprends, mais à l'époque, rendez-vous compte, vous revenez après tant d'années d'absence, 5 à 6 ans d'absence, et que vous arrivez bardé de diplômes, et vous avez des lettres de recommandation des plus grands, et qui vous disent, ce monsieur a été exceptionnel, le Maroc peut être fier, et tout, etc. Et vous revenez. Il y en a plein au Maroc, hein. Je suis pas le seul, hein. Il y a plein d'ingénieurs, d'économistes, de philosophes, de gens exceptionnels, des hommes et des femmes, et qui, quand des fois ils reviennent, et on leur dit, oui, mais vous revenez avec tous les diplômes du monde, mais voici nos procédures. Et à l'époque, je ne comprenais pas et ça m'a créé beaucoup de frustration. Beaucoup de frustration en disant, mais je comprends pas, on me reconnaît pas, mon pays... Parmi alors les que premiers épidémiologistes. mais je suis le premier PhD en épidémiologie dans ce pays. Donc, et j'en suis fier, comme il y en a d'autres qui sont les premiers en ingénierie, en économie, en finance, etc. Et comment pas reconnu? Et je comprenais pas. Maintenant, je le comprends. Maintenant, je le comprends et je n'en veux à personne. Mais ça a été une autre claque pour moi. Une autre claque pour moi de dire comment ça se fait. Et ce sont j'allais dire, ça vous a forgé. Ça m'a forgé. En tout cas, je suis tombé, je me suis relevé, et ensuite, alors que j'avais un PhD, pour passer mon agrégation au Maroc, pour être professeur au Maroc, eh ben on m'a dit non, monsieur, vous allez attendre le temps qu'il faut. Voici nos règles, voici nos critères qu'il faut accepter. Et je le dis aux jeunes qu'il faut pas baisser les bras. Il faut accepter qu'il y a des règles dans différents pays et chaque pays est souverain, chaque pays a ses règles et il faut les accepter même si c'est extrêmement frustrant. Et après, avec cela, vous essayez encore une fois de comprendre votre système de santé parce que c'est mon métier, c'est ce que je sais faire. C'est adorer le système de santé, le comprendre et essayer de l'améliorer. C'est pour ça que, imaginez que vous allez en tant que médecin qui est spécialiste en maladies infectieuses, qui soignait des gens, et les seuls moments qui vous restent, c'est d'aller apprendre des finances et de l'économie, aller faire un MBA en finance. Un médecin qui débarque auprès de gens qui ont les mêmes compétences que vous, qui connaît rien à la compta, qui connaît rien à l'économie de base, à la micro, à la macroéconomie, et qui commence à zéro avec des jeunes. Je vous rappelle qu'à l'époque, à ce moment-là, vous avez 36 ans, et vous revenez avec des gens donc de 18, 19, 20, 21, 22 ans, sur les bancs de l'école, pour faire un MBA en finance. Et les gens vous disent, mais qu'est-ce que ce médecin était parti faire en finance? C'est pas possible. Et parmi les autres claques que j'ai reçues, c'est qu'on dit, mais il est pas stable, ce monsieur. Il est médecin, il veut devenir prof de médecine, il soigne des gens. Qu'est-ce qu'il va aller faire? Qu'est-ce qu'il cherche? Exactement. Qu'est-ce qu'il cherche? Et donc, c'est de l'incompréhension, et en disant, ce monsieur, non, c'est pas un problème de stabilité, c'est un problème de polyvalence et d'être capable de mieux comprendre ce qu'on fait au profit de son pays. Parce que quand vous faites des finances ou de la santé publique, c'est pas comme ça que vous allez gagner de l'argent dans le privé. Ça, je vous le dis. Quand vous n'êtes pas médecin, clinicien, quand vous soignez des gens, mais une partie de votre temps, vous réfléchissez à la santé publique, au système de santé, au financement,
C'est pas ça ce qui vous fait gagner de l'argent, mais ça va faire progresser Tout un votre pays. pays. Et après cela, vous vous retrouvez à la fin après presque la cinquantaine, et vous repartez pour faire un doctorat en sciences économiques avec des étudiants qui sont L1, L2, L3 en économie et M1, M2 en économie, sachant que je n'avais pas fait de L1, L2, L3 en économie. Alors, imaginez, vous qui êtes dans le domaine, recommencer tout à zéro, les théories de Keynes, les théories, toutes les théories économiques à reprendre pour quelqu'un qui a presque la cinquantaine et qui avait déjà plus de 20 ans de carrière. Alors, vous imaginez, et passer les examens avec les jeunes qui pourraient être non pas mes enfants, mais quasiment mes petits frères. Et se retrouver à faire un nouveau doctorat d'État alors que vous avez plus de 50 ans et que les gens disent « Mais attendez, mais qu'est-ce que... » Et l'idée, c'était pas d'accumuler des diplômes. L'idée, c'est de comprendre et de dire « Si aujourd'hui je veux comprendre un système de santé, je veux le comprendre, il faut que j'ai peut-être, j'allais dire, cette base médicale, c'est bien, mais il faut que j'ai d'autres bases pour comprendre que les déterminants majeurs aujourd'hui, donc de la santé d'une population, parce que mon métier, moi, c'est pas de réfléchir à l'échelle individuelle. Mon métier, c'est de réfléchir à l'échelle communautaire. Et donc, pour réfléchir à l'échelle communautaire, il faut intégrer, monsieur Ekel, la composante démographique, la composante sociale, la composante anthropométrique, la composante des relations humaines. Tellement donc de domaines qui sont extrêmement vastes, et c'est pour ça que je me suis dirigé vers l'économie de la santé pour comprendre le système de la santé. Alors tout cela, pendant qu'en même temps, il faut continuer à gagner sa vie et donc continuer à soigner des patients. Et je l'ai vécu pendant les 2 ans de Covid où tous les jours, j'étais avec beaucoup de confrères et de consoeurs, avec des infirmiers, des infirmières, des gens formidables, où on a soigné des milliers donc de patients, de patients. Et pendant que le soir, quand vous rentrez chez vous à la maison et que vous avez peur d'avoir été infecté ou d'infecter votre famille, il fallait réviser toutes les théories économiques et des systèmes de santé pour rester à la page. Et en même temps de cela, de maintenir une hygiène de vie, de continuer à faire du sport et de continuer à vivre sainement le plus possible et de continuer à contribuer au changement social de ton pays avec les autres. Ben, tout cela, des fois, ça épuise. Des fois, c'est pour ça que je dis, c'est pas que des succès, c'est aussi les échecs qui ont fait des épreuves qui je suis. que vous avez pu surmonter. Tout à fait. Mais alhamdoulilah, avant, ça amène à une autre question. Mais avant ça, je dois vous dire, si Ja'far, comme j'ai mentionné dans le commencement de l'épisode, ça m'a fait une perfusion de motivation de réfléchir aussi à d'autres points qui m'échappent, à ma carrière, à ma formation. Comment Monsieur Ja'far Hakel, Tbarkallah, médecin, avec plus de 20 ans de carrière, revient dans les couloirs de La fac. l'école, de la fac pour étudier. Tbarkallah, c'est un message fort pour nos jeunes qui ne cessent pas, bon, je généralise pas, qui ne cessent de faire, comment dire, de reprocher le système, de dire non, je suis diplômé, j'ai pas eu un travail. Donc c'est un message fort pour tous les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui. Mais ça amène à une autre question. Certainement, comme on dit, un adage qui dit, les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur, ils grandissent. Tout à fait. Je Exactement. partage Et parfaitement. vous en êtes le témoin principal. Donc, quelles sont les figures inspirantes qui vous ont marqué, qui vous ont aidé dans votre parcours, Monsieur Alors, Ja'far? premièrement, je veux dire honnêtement, et pour être dans la sincérité la plus basique, les figures, c'est mes parents. Et nous sommes tous, j'allais dire, issus de familles. Et les parents, c'est une grande inspiration. Et comme je l'ai dit tous, quand les gens me disaient, ben, pourquoi vous accumulez autant de diplômes, à quoi ça sert? Et je leur disais, vous savez, dans les diplômes que j'ai derrière moi, dans le mur, il y en a un que je n'ai jamais affiché parce que c'est le plus important, c'est celui d'Ardat Waldin. Je veux dire, et donc ça a été des figures inspirantes. Et c'est pas des gens qui avaient fait énormément d'études, pas du tout. Pas du tout. Mes parents, je veux dire, c'était des fonctionnaires, mais dans le très beau sens du terme, des fonctionnaires qui n'étaient pas des hauts gradés, qui étaient au niveau donc de chef de service, et c'est tout à leur honneur, et ils nous ont fait grandir. Mais
ce qu'ils m'ont appris, c'est beaucoup plus qu'une licence, un master ou un doctorat. Ce qu'ils m'ont appris, c'est le respect de l'autre, de garder les convictions, de continuer à se La battre, de persévérance. tomber, de se relever et de garder un certain nombre donc de valeurs en même temps, en gardant l'ouverture, mais une ouverture tout en maintenant des valeurs qui sont celui, par exemple, simplement d'embrasser la main de ton père ou de ta mère. Ce n'est pas, j'allais dire, Une une soumission. marque de soumission. C'est une marque De de respect. beauté, c'est une marque de respect. Et qu'est-ce que j'ai adoré embrasser la main de ma mère, la main de mon père. Et même si des fois, avec toute la pudeur nécessaire, retienne. il l'a retiré. Mais j'aurais voulu leur embrasser la tête et les mains et les pieds tous les jours pour ce qu'ils m'ont apporté. Ils m'ont pas apporté le truc académique parce que je vais vous faire sourire le jour où j'ai passé le concours d'internat pour être enseignant à l'université, qui est quand même moment fort de toute carrière d'un médecin, en disant à l'époque, ça y est, c'est le top du top. Summum. Et mes parents qui me disaient, mais dis-moi, en quelle année de médecine, là, tu vas arrêter d'étudier ou non, là, tu es déjà en 6e ou en 7e. C'est pour vous dire que l'enjeu pour eux était, chacun fait son chemin, mais l'enjeu pour eux, c'est de garder un certain nombre donc de valeurs, comme ne pas oublier l'anniversaire de ses parents, comme ne pas oublier l'Aïd Kbir ou l'Aïd Sghir ou l'Aïd al-Mawlid ou d'autres valeurs, mais des choses donc de base, ou Tsabah ala al-Walid ou ala al-Walida. Ce sont des choses qui, c'est rien du tout. Ce sont des valeurs. Et ces valeurs, à mon sens, c'est les valeurs sur lesquelles tu peux bâtir beaucoup de choses. Quand tu n'as pas de valeur, pour moi, c'est comme quelqu'un qui n'a pas dans le beau sens du terme, qui n'a pas de conscience. Et quand on dit des gens qui sont prêts, on le dit d'ailleurs dans le langage, à tuer père et mère pour arriver, ils n'ont pas de conscience. Et ils vont dormir plus tranquillement que vous et moi. Nous, si on a du mal à dormir, c'est parce qu'on a une conscience. C'est pour ça qu'on a du mal à dormir. D'accord, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Mais les gens qui n'ont pas de conscience, quand il y a quelque chose qui ne va pas et qui n'ont pas de valeur, s'ils n'ont pas de valeur par rapport à leurs parents, vous pensez qu'ils vont avoir de valeur par rapport à vous, par rapport à leur métier, par rapport au business, par rapport... Et donc, quand on n'a pas de valeur, eh bien, sky is the limit. Et dans ces cas-là, on peut se permettre tous les dérapages possibles et inimaginables. Et ça arrive dans toutes les sociétés du monde. Et ça, pour moi, encore une fois, je reviens, ce sont des... Bien sûr qu'il y a eu des figures inspirantes en dehors des parents, beaucoup de mes enseignants. Et moi, encore une fois, je dis que s'il y a bien des gens à qui il faut donner des médailles, à part, bien sûr, évidemment, les gens qui nous protègent, la police, la gendarmerie, les militaires et tout, etc., qui nous surveillent, qui sont là pour nous tous les jours. Mais c'est aussi nos enseignants, depuis qu'on est à la maternelle. Alors pour moi, Est-ce qu'il y a une scène, c'est Jafar qui vous est resté collé dans l'esprit d'un enseignant? Ah mais bien sûr, il y a des enseignants, par exemple, moi je j'oublierai pas un enseignant lorsque j'avais fait, j'allais dire un devoir, et dans ce devoir où j'avais eu la meilleure note, et j'étais tellement fier et tout, etc. Et il a vu mon comportement vis-à-vis des autres personnes qui étaient avec moi en classe, etc. Et en voulant sortir, il m'a dit une chose que je n'oublierai jamais parce que ça m'a beaucoup marqué. Il me dit, si cette note, c'est celle qui va faire que vous changez de comportement par rapport, la vérité, c'est un 0 que vous méritez. Et ça m'a énormément perturbé. Je me dis, mais pourquoi il dit ça? Et en fait, si vous avez une bonne note, c'est d'abord pour vous. C'est pas par rapport aux autres. C'est important. Pour vous, pas par rapport aux autres. Et très souvent, on se comporte par rapport aux autres. On se compare, on veut se comparer par rapport aux autres et tout. Et ça n'a aucune importance, vous le savez très bien. Moi, je l'ai vu. Moi, j'ai vu des gens qui ont eu au bac 18-19 et qui ont été de très mauvais médecins. Et j'ai vu des gens qui ont eu de moins bonnes notes en maths et qui sont d'excellents médecins ou d'excellents ingénieurs ou d'excellents gestionnaires ou d'excellents ce que vous voulez. C'est pas uniquement la note qui fait la femme ou l'homme. C'est tout un ensemble.
C'est tout un ensemble. Et beaucoup de mes professeurs m'ont marqué, y compris à l'université. Certains m'ont marqué en disant, voilà, c'est pas parce que tu as soigné des gens que tu te prends pour je ne sais qui. Tu vas avoir des succès, tu vas avoir des échecs. Il y a certains de tes patients qui vont mourir. Il y a certains de tes patients qui vont guérir. Il y a certains de tes patients qui vont s'améliorer. Il y a certains de tes patients, il y a des patients qui vont dire, quel mauvais médecin. Essaye que le maximum soit ceux qui te disent Allah yarham al-walidin. Et ça vous apprend la modestie. Ça vous apprend la modestie, même si nous sommes humains et nos personnalités sont particulières. Et de temps en temps, L'ego sort. l'ego sort. Et vous allez avoir un petit peu d'ego qui va sortir, etc. L'idée, c'est de le calmer Maximum. et de le calmer au maximum et dire, je ne sais pas grand-chose de la vie. Je connais un tout petit chouïa. Et puis j'espère que je vais encore... Et d'ailleurs, je me considère aujourd'hui comme un étudiant. Comme je suis en train d'apprendre à travers vos questions, je suis en train d'apprendre de vous. Comme j'apprends de mes étudiants quand je donne cours à la faculté de médecine, mais c'est extrêmement important de donner, mais tellement important de recevoir et d'apprendre des autres. Voilà. Exactement. Donc, si Jafar, comme on dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Derrière les grandes réussites, il y a quelquefois des échecs. Quel est l'échec ou les échecs qui vous ont appris sur le monde professionnel et qui vous ont servi pour bâtir une carrière réussie? Oui. Alors, j'ai eu plusieurs échecs dans ma vie. Comme je vous l'ai dit, le fait, quand je suis revenu, on n'a pas tellement reconnu ce que j'avais fait, mais ensuite, ce qui est normal, parce qu'il y a des règles et des procédures. Mais parmi mes gros échecs, et je le reconnais aujourd'hui, c'est mon passage en politique. Ça a été un énorme échec pour moi, parce que pour moi, tous les jeunes comme vous, tous les jeunes doivent participer à la vie politique de leur pays. Dans le bon sens du terme, participer à la vie politique, c'est encadrer la population. C'est ça d'ailleurs le rôle d'un parti politique. C'est encadrer la population et l'aider à simplement dans un cadre démocratique. Et nous avons une très belle constitution dans nos pays qui permet tout cela. Nous avons le guide suprême qui est Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Et nous avons toutes les instances. On a l'instance monarchique, on a l'instance législative, on a l'instance exécutive, on a tout. Et donc, c'était important. Et j'ai fait une extraordinaire expérience en politique. 17 ans de ma vie. 17 ans de ma vie. C'est comme... Et ça a été pour moi un grand échec, parce que c'était, encore une fois, c'est de la faute de personne. C'est peut-être de la mienne, c'est peut-être du modèle organisationnel qu'il y a, c'est-à-dire nous sommes des fois en décalage entre les convictions, on y revient, et les perceptions et les réalités. Et les réalités en disant, mais finalement, le parcours d'un jeune en politique, ce serait quoi l'aboutissement? C'est être à une fonction supérieure, c'est être proposé à la nomination d'un ministre ou d'un truc. C'est quoi l'aboutissement d'une carrière politique? Comme dans tous les pays du monde, c'est arriver, entre guillemets, à la fonction suprême. Il y a différents types de fonctions suprêmes. Hein. Un directeur, c'est une fonction, un secrétaire général, un ministre ou autre, ou un haut commissaire, ou ce que vous voulez. Et des fois, ça crée des frustrations. Quand on n'est pas préparé, quand on est lancé dans le bain, quand on n'est pas préparé, les jeunes, on n'est pas préparé, il y a beaucoup de frustration. Et on se dit, je comprends pas. Comment ça se fait que moi qui ai suivi cette voie, je ne suis pas abouti, d'autres qui ont suivi d'autres voies. Qui sont parachutés. Et entre autres. Et ça crée des frustrations. Et je crois qu'il ne faut pas avoir ce genre de frustration. Ça a été un échec, je le reconnais. Et qu'aujourd'hui, j'ai quitté la politique il y a maintenant à peu près 14 ans que j'ai quitté la politique. Ça a été une école, mais ça a été une école très très dure. Et encore une fois, tellement j'ai été marqué par cette école et très très frustré par cette école que normalement la bonne réponse c'est de dire oubliez la politique, ne faites pas de politique, c'est une catastrophe. Pas du tout. Malgré cet échec, etc., je dirais le message à des jeunes comme vous, de dire au contraire, faites de la politique, mais faites de la belle politique, ne faites pas de politique politicienne. Intégrez les partis que vous voulez, quels qu'ils soient, il y en a tellement dans le contexte marocain, mais gardez vos valeurs et vos convictions, mais surtout, n'ayez pas d'attentes. Qu'est-ce que ça veut dire, ayez des attentes pour votre pays. Ayez des attentes pour changer positivement votre pays tel qu'il est en train d'aller. Mais n'ayez pas des attentes
par rapport à des postes où n'ayez pas d'attente par rapport à une logique d'aboutissement d'une carrière politique. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a d'autres normes, il y a d'autres critères. Mais faites de la politique, et quand je dis la politique, on peut le commencer à l'échelle locale, d'un douar, d'un village. On peut contribuer à son village, à son douar, à sa commune, à sa ville. On n'est pas obligé d'être tous au Parlement ou au niveau de la deuxième chambre. On peut le faire à tous les niveaux. Donc, même si cette expérience a été extrêmement douloureuse pour moi d'avoir donné 17 ans de ma vie à un parti politique dont je tairai le nom par respect parce que je respecte tous les partis politiques, je crois qu'il faut quand même que les jeunes essayent, se battent dans le bon sens du terme et essayent de faire ce qu'ils peuvent, mais tout en disant, je le fais par conviction pour être un acteur du changement social, pas pour un aboutissement personnel d'une fonction ou quoi que ce soit. Très bien. Ça a été un de mes gros échecs. Très bien. Donc, c'est Jafar, on revient à la médecine. On sait tous que l'aspect technique ne suffit pas. Tout à fait. Quelles compétences non médicales vous recommanderiez à un médecin? Alors, je vous remercie vraiment de cette question. Et ça, c'est un enjeu majeur dans notre métier. Et il faut que nous fassions, nous, les professionnels de santé, les médecins, notre propre autocritique. Parce que les principales, j'allais dire, caractéristiques qu'on doit avoir, ce sont des soft skills qu'on n'apprend pas à la faculté de médecine. Et quand je dis soft skills, le premier numéro 1, qui est d'ailleurs dans notre code, c'est l'éthique. L'éthique et la déontologie. D'abord. Deuxièmement, c'est la bienveillance. L'inaya, la bienveillance. Troisièmement, c'est les relations humaines. Et tout cela, c'est pas de la biologie, c'est pas de la génétique, c'est pas des molécules chimiques, c'est pas une thérapeutique, c'est pas un médicament. Et je veux dire, je m'excuse du terme, je m'en fous que vous soyez prix Nobel de médecine si vous recevez mal un patient, ou si vous lui expliquez mal, ou si vous le traumatisez, ou si vous le dédaignez, ou si vous le laissez attendre 4 heures, 5 heures. C'est un manque de respect pour les patients. Et je veux dire, je peux comprendre, et on le sait, on le vit des fois dans certaines situations, vous pouvez être le plus brillant des médecins, organisez-vous de telle sorte avec vos patients, etc., même s'il faut donner des rendez-vous sur plusieurs mois, mais ne laissez pas attendre les gens 4 heures, 5 heures, 6 heures. Faites en sorte d'apprendre à la manière de communiquer les résultats à vos patients, de les soulager. Et des fois, le patient, c'est lui-même et sa famille. C'est son conjoint, c'est sa conjointe, c'est ses enfants, c'est son père, c'est sa mère, etc. Et donc, je dis pas, attention, la majorité des médecins ont appris les soft skills, sont conscients. Mais certains, comme dans tous les métiers, n'ont pas toujours bien développé, même s'il y a la base bien développée. Et je crois qu'il faut continuer à les développer. Et je crois que c'est un enjeu majeur chez nous, que nous devons améliorer, que nous devons renforcer, parce que finalement, on est là pour nos patients. C'est pas nos patients qui sont là pour nous. Nous sommes là. Si nous avons choisi ce métier, c'est une responsabilité. Et encore une fois, vous avez décidé d'être médecin avec ses avantages et ses inconvénients. Eh bien, il faut accepter cette responsabilité. Et comme je le dis dans mon premier cours à la faculté de médecine, ça fait sourire les étudiants. Et je leur dis, et je crois que vous allez me comprendre assez midi, donnez-moi un seul métier au monde. Tous les métiers sont formidables et se respectent et doivent être respectés. Mais donnez-moi un seul métier au monde où vous rentrez chez une personne que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vue de votre vie, et qui vous dit de vous déshabiller, vous vous déshabillez. Vous vous rendez compte? À qui vous emmenez votre mère, votre fille, votre femme, votre frère, votre père, qui le déshabille, qui le met à nu dans le sens physique, mais même dans le sens moral, totalement à nu, qui vous parle de ses secrets les plus intimes. Vous connaissez beaucoup de métiers? Non, aucun, à part celui donc de médecin ou d'infirmier. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le premier signe, et je ne vous souhaite pas ni à vous ni à votre famille d'aller un jour chez un médecin, s'il m'a dit, mais si vous devez y aller ou si vous êtes déjà allé, ça veut dire qu'il y a un signe de confiance. Exactement. Et ça, c'est très important. Ce lien de confiance que nous devons instaurer, que nous devons maintenir, c'est notre responsabilité en tant que médecin, parce que moi, vous emmenez ma mère ou ma fille ou mon fils ou mon père et qui se met à nu devant vous, ça veut dire que je vous donne entre vos mains ce que j'ai de plus précieux. Ma vie est ce que j'ai de plus précieux sur le plan familial. Et ce sont les soft skills. Et peut-être qu'on a besoin de gens comme vous ou d'autres compétences qui viennent dans les facultés de médecine,
enseigner justement la communication et les soft skills. Je ne dis pas qu'il y a beaucoup de médecins qui ont ça, mais en tout cas, renforçons-le. Il faut les maintenir, les renforcer et pour être encore plus proche de nos patients. Merci beaucoup, c'est Jafar. Merci beaucoup pour ce moment fort et ces compétences que vous nous avez recommandées pour nos jeunes. Donc, c'est Jafar, en parlant toujours de compétences, de médecins, de jeunes et tout, de talents, beaucoup de nos talents préfèrent fuir le Maroc. Pourquoi? C'est un À drame. votre avis? C'est un drame. Et nous, à peu près, pour que vous ayez un ordre de grandeur, je pense dans votre métier, c'est les ingénieurs, c'est les informaticiens marocains. On n'en parle pas beaucoup. On parle surtout des médecins. Nous avons entre 650 et 700 médecins qui quittent le Maroc chaque année. C'est quasiment presque 30% de notre production. Vous imaginez? Si des gestionnaires comme vous, 30% des gestionnaires que font les Marocains quittaient le Maroc, 30% des ingénieurs, 30% des informaticiens, ce serait dramatique. Alors, entre un constat qui est froid, qui est là, il quitte, je crois qu'il faut avec sérénité, sans politique politicienne. Encore une fois, vous le savez, j'ai des convictions Bien sûr. et des fois les convictions m'ont coûté cher dans ma carrière. Mais ce n'est pas grave. Quand vous avez des convictions et vous essayez de le faire de bonne foi, ça ne me dérange pas si qu'on me dise, Monsieur Heikel, vous vous êtes trompé. Et j'accepte de me tromper. Mais sachez qu'à chaque fois que je m'exprime ou que j'ai des convictions, je le fais avec cœur et avec sincérité. L'essentiel, c'est d'être sincère. Et je le suis. J'ai toujours été un homme de Bien sûr. conviction et sincère en disant, voilà, oui, c'est un fait dramatique et je le regrette. Je suis le premier à regretter que beaucoup de mes confrères, mes consoeurs partent et ne reviennent pas. Mais encore une fois, l'analyse, à mon sens, c'est pas une analyse de base, et l'épidémiologie m'a appris ça, c'est comprendre les déterminants. C'est ça où l'épidémiologie m'a beaucoup servi. C'est, oui, bon, vous avez des maladies et ils sont plus fréquents en milieu rural qu'en milieu urbain, chez les pauvres que chez les riches. Oui, mais pourquoi? Et c'est là où il faut aller. Pourquoi des jeunes Marocains de votre âge, Mehdi, décident de quitter? Et au début, on pense tous, c'est pour l'argent. C'est faux. C'est pas uniquement, bien sûr, dans certaines circonstances, on peut avoir plus d'argent, mais vous dépensez beaucoup plus. Le niveau de vie est beaucoup plus cher. Des fois, c'est simplement parce que l'environnement dans lequel vous avez été mis après tant d'années d'études, il ne faut pas oublier, Mehdi, que pour être docteur en médecine, en moyenne, c'est 8,2 ans. Docteur en médecine générale. Pour être spécialiste, en moyenne, c'est 12 et demi. Pour être professeur de médecine, en moyenne, c'est 18 ans après le bac. C'est 18 ans après le bac, Mehdi. Tous les métiers se respectent. Tous les métiers sont... Alors, tous les métiers, même bac ou sans bac, tous les métiers dont on a besoin dans notre pays. Mais ce que je veux dire, c'est tellement de labeur, endurant. c'est tellement endurant, c'est un marathon, etc., que des fois, certains, je ne dis pas tous, mais en tout cas à peu près 30%, vont trouver que les conditions, qu'il n'y a pas d'adéquation entre l'effort fourni et la récompense, entre guillemets. Si la récompense, elle n'est pas toujours financière. Si la récompense, c'est simplement des fois la reconnaissance, c'est des fois l'équipement que vous me donnez, c'est le matériel, c'est l'environnement dans lequel je vais travailler, c'est beaucoup de choses. Et donc, cette inadéquation entre un effort fourni, qui est depuis le bac où vous passez un concours, je vous rappelle que jusqu'à tout récemment, pour rentrer à la faculté de médecine, il faut un bac avec mention très bien, plus concours. Et la réussite du concours, pour que vous ayez un ordre de grandeur, c'est entre 12-15% du niveau de réussite pour rentrer. Et puis ensuite, c'est X années d'études sans jamais redoubler. C'est les stages, c'est les gardes, c'est... Comme tous les métiers, tous les métiers, je dis. Et donc, cette inadéquation fait en sorte que certains craquent. Il y en a qui craquent moins, il y en a qui craquent, qui disent, eh bien, je veux partir parce que j'aurai un petit peu plus d'argent. J'ai peut-être ça pour mes enfants, j'ai ça dans l'environnement de travail, j'ai un équipement formidable avec qui je vais travailler. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Il y en a qui se trompent parce qu'on pense que l'herbe est plus verte ailleurs, ce qui est faux. Dans certaines situations, moi j'ai des gens, de mes étudiants, j'en suis fier, j'en suis malheureux pour mon pays. J'ai, par exemple, sans citer de nom, 2 de mes étudiantes à la faculté de médecine, donc de Marrakech, dont une aujourd'hui a réussi brillamment il y a 15 jours dans la meilleure université américaine, médecin spécialiste. J'en ai un autre qui est un des grands patrons à New York et j'en ai une autre qui est également en pneumologie et qui ont fait la faculté de médecine publique marocaine et qui ont repassé tous les examens aux États-Unis
et qui aujourd'hui sont des médecins spécialistes et sont des reconnus par leur père là-bas. Je suis fier d'eux, mais je suis tellement malheureux pour le Maroc. Mais pourtant, si Jafar, vous avez deux phrases, à mon sens, très importantes. La première, c'est que on choisit, lorsqu'on a choisi la médecine, on connaît très bien ce qui va arriver, on connaît très bien le domaine. Tout à fait. La deuxième phrase, on a un modèle devant nous, qui est notre professeur, M. Jafar Hakel, qui a une grande patience, qui a pu bâtir une carrière, qui a pu lutter contre vent et marée pour bâtir une carrière. Est-ce que c'est la non-persévérance, la non-patience? Écoutez, nous ne sommes pas faits de la même pâte, comme on dit. C'est-à-dire, nous ne sommes pas construits de la même manière. C'est vrai que moi, j'étais à l'étranger, j'ai passé plusieurs années, je suis rentré dans mon pays. C'est vrai que j'ai vécu des moments difficiles. Je serais malhonnête si je vous disais, est-ce qu'il y a des fois, ça m'a pas traversé l'esprit de repartir? Ce serait malhonnête de ma part. Et je suis quelqu'un d'honnête intellectuellement. Oui, ça m'a traversé l'esprit. Oui, j'y ai pensé. Et pourtant, je suis resté. Et pourtant, je me suis battu. Exactement. Et pourtant, je continue à me battre. Et pourtant, c'est pas toujours rose tous les jours. Mais Bien je sûr. vais continuer à me battre pour le système de santé marocain. Je vais continuer à donner mes convictions pour que notre système de santé, qui a fait des progrès énormes, continue à se renforcer. Et je ne vais pas lâcher parce que la santé est un bien commun. Mais je ne veux pas juger. Je peux comprendre. Je n'ai pas dit je suis d'accord. Comprendre quelqu'un ne veut pas dire qu'on est d'accord avec lui. Je peux les comprendre. Je souhaite qu'ils reviennent. Mais je souhaite également que nous ayons en toute sérénité, sans politique politicienne, parce que vous entendez certains politiques, de dire mais ils ont rien compris, le pays s'est sacrifié pour eux, le pays a fait, etc. Ils sont ingrats et tout, etc. Je crois que il faut apaiser ce discours et que nous restions dans une société apaisée en disant essayons de comprendre pourquoi et essayons de faire en sorte que de moins en moins partent et essayons aussi de faire en sorte que une partie au moins, sinon la majorité, puisse revenir. C'est ça l'enjeu. Mais aujourd'hui, dire, voilà le constat, ils sont partis, et qu'on fasse tout un débat inutile, où ils sont partis. Maintenant, faisons en sorte qu'il n'y en ait plus qui partent, et faisons en sorte que ceux qui sont partis puissent revenir. Mais préparons les plateformes nécessaires. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que nous allons transformer certains hôpitaux milieu rural en cliniques Mayo. Mais c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que des fois, il suffit de rien. Et je vous assure, beaucoup de mes confrères et mes consoeurs qui sont partis, c'est pas uniquement pour une question d'argent. Condition. C'est un ensemble. C'est un ensemble donc d'éléments qu'il faut comprendre, qu'il faut analyser et dont il faut essayer donc de trouver la solution. Donc, c'est Jafar, merci beaucoup. On va un petit peu creuser un petit peu dans les détails d'un médecin et parler d'un questionnement entre données et instinct. Quelle est la place de l'intuition dans la prise de décision d'un médecin? Alors, c'est une excellente question. D'abord, la médecine, vous le savez, c'est pas une science exacte. Exactement. La médecine est une science probabiliste. Beaucoup de gens l'oublient. Le médecin et la médecine, nous n'avons pas d'obligation de résultat, sauf en chirurgie esthétique. La médecine, la première des choses qu'on nous apprend en médecine, attention, vous n'avez pas d'obligation de résultat. Vous avez une obligation de moyens. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très, très important. Et partout dans le monde, hein, c'est pas spécifique au Maroc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a tellement de données qu'on ne maîtrise pas en médecine que être sûr de soi-même, c'est quasiment une faute médicale. Vous ne pouvez pas dire à un patient à 100%. Je vous donne l'exemple typique. Vous dites à un patient, il faut arrêter de fumer, il faut arrêter de boire, il faut faire de l'activité physique, il faut maigrir, il faut manger sainement, Et il me pose la question, donc docteur, vous êtes sûr, je n'aurai jamais de maladie? Je peux pas. Ok, votre père a ça, je vais l'opérer. Docteur, ça va bien se passer. Ah non, ça, je peux pas vous le garantir. Ok. Vous avez une angine qui est probablement streptococcique, je vais vous donner tel antibiotique et vous allez aller mieux dans 4 jours. Vous me garantissez, docteur, que dans 4 jours, il n'y aura plus de streptocoque dans ma gorge. Ah non, ça, je peux pas vous le garantir. Donc finalement, tout ce que nous faisons, c'est, au vu de l'état des connaissances que nous avons, sortir un certain nombre donc de tiroirs, bien les synthétiser, utiliser la science
au meilleur des connaissances que nous avons pour donner à nos patients le meilleur diagnostic en fonction de l'information que nous avons et le meilleur traitement disponible pour espérer un maximum de chances de guérison ou d'amélioration. Vous voyez qu'à chaque fois, je parle au conditionnel avec des probables. Parce que la médecine n'est pas une science exacte. Et donc, vous allez voir, pour répondre à votre question extrêmement pertinente, qu'il y a entre la vérité, la science et l'instinct, nous utilisons les deux. Nous utilisons la science en fonction de l'état des connaissances et des fois, c'est l'intuition qui va jouer aussi un rôle. Il y a des faits scientifiques qui sont clairs, il y a d'autres fois. Est-ce que c'est ce qui explique, c'est Jafar, la différence d'avis entre trois médecins, par exemple? Ah, c'est une des raisons, vous avez parfaitement raison. Chez le premier médecin, il nous Bien dit sûr. une chose, le deuxième une Mais bien autre sûr, chose. mais partout dans le monde. D'ailleurs, maintenant, il y a une technique qui s'est développée qu'on appelle second opinion, c'est-à-dire on demande un autre avis, des fois même avec télémédecine, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a même des écoles de pensée différentes en médecine et même des diagnostics les plus probables. Et d'ailleurs, quand on apprend à nos étudiants en médecine, on apprend le diagnostic, voilà les symptômes, le diagnostic. Et vous savez quel est le chapitre suivant? Après diagnostic, il s'appelle diagnostic différentiel. Après le chapitre diagnostic, c'est-à-dire voilà les autres possibilités qu'il y a. Et donc, encore une fois, il faut avoir l'humilité. Et la médecine doit nous apprendre. C'est le cas de la majorité, mais il y a certains qui l'oublient. Il faut avoir de la modestie, tawadu, et de l'humilité en disant, attention, je ne sais pas tout. Oui, normalement, ça devrait marcher. La plus grande chose, mais être avec certitude, dire à un patient avec certitude, je vous garantis vous allez guérir, je vous garantis vous allez vivre comme ça, je vous garantis ça, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise, qui nous échappent, qu'on ne maîtrise pas encore. Le patient, entre ces trois médecins, lequel serait le plus judicieux? Alors, la bonne réponse, suivre. et ce que je dis toujours à mes patients, y compris ceux qui viennent chez moi, s'il vous plaît, allez chez un médecin, je le dis en arabe, allez chez un médecin où il vous a convaincu, soit par des arguments scientifiques, soit par sa manière d'être, soit par son relationnel, soit par un ensemble de critères. Pourquoi? Parce que le patient, il n'a pas les connaissances pour juger. Il ne peut pas. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Pour aller dans le sens de votre question qui est extrêmement pertinente, c'est que malheureusement, des fois, les patients vont aller demander soit à des réseaux sociaux, et ça peut être un drame. Je n'ai même pas cité de trucs, mais en tout cas à des réseaux sociaux, il y a d'autres, ou à Dr Google si vous voulez, ou alors à des personnes qui ont vécu des expériences qui n'est pas la leur et qui vont malheureusement suivre des recommandations. Et on le voit au quotidien. Au quotidien, on le voit, des gens où vous allez voir sur les réseaux sociaux qui vont vous donner des conseils sur le diabète, sur l'hypertension, sur la nutrition, etc. Des conseils qui n'ont aucun substratum scientifique, qui se basent sur, voilà, des réseaux, et qui vont se faire de la propre pub. Et ça, c'est dramatique. Et dangereux. Et certains patients, malheureusement, subissent les conséquences de cela. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certains réseaux sociaux qui sont sérieux. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il y a des réseaux sociaux qui sont sérieux. Mais il y en a d'autres sur lesquels des personnes qui n'ont pas de compétences nécessaires. C'est comme si, moi, demain, vous me dites, je vais commencer à parler des ponts et des chaussées, comme si j'étais un ingénieur, alors que je n'y connais rien du tout. Et vous allez voir sur les réseaux sociaux des gens qui vont s'improviser médecins, profs. Il y a même des gens qui s'appellent profs. Il y a même des gens qui s'appellent... Il y a même des gens qui ont fait un week-end de formation et qui vont s'improviser un coach expert, un professeur expert... je veux dire, il y a des gens compétents, extrêmes, des coachs compétents, des professeurs compétents, mais des vrais, ceux qui ont eu la formation nécessaire. Et d'autres qui sont malheureusement, des personnes qui abusent de la, je ne veux pas dire de la naïveté, mais de la candeur des gens. Et ça, c'est malhonnête. Mais ça m'apprend une chose. La première, c'est chaque cas, on doit le traiter dans sa singularité. Chaque cas est particulier. La deuxième des choses, est-ce que la prochaine fois, je dois me diriger chez un professeur, chez un médecin qui a pu avoir plus de probabilités? Ça veut dire qu'il a traité un grand nombre de cas. Ça veut dire qu'il est âgé. Non, pas spécialement. Il y a des jeunes médecins qui sont extrêmement brillants. Mais vous avez raison d'une chose, c'est à force de forger, nous devenons forgerons. Évidemment, si vous me dites, par exemple, en chirurgie, un chirurgien
je dis n'importe quoi, par exemple, pour le genou. Un chirurgien qui a fait 3000 prothèses de genou, il n'a pas la même expérience que quelqu'un qui en a fait 5. Bien évidemment. Et donc, l'expérience en médecine joue un rôle extrêmement important. La formation, oui, mais l'expérience. Ça ne veut pas dire qu'un jeune médecin est moins bon qu'un médecin ancien, mais je veux dire, l'expérience va jouer un rôle. Si le médecin ancien n'a pas bien fait son travail, ça sert à rien d'avoir de l'expérience. C'est comme si vous me dites, j'ai 20 ans d'expérience, mais pendant 20 ans, vous avez lu le journal et bu un café et vous promenez. Non. La vraie expérience joue un rôle en médecine. Quand vous voyez des cas, en tout cas dans mon cas, dans ma pratique, dans les métiers que j'exerce en médecine, c'est évidemment que quand je vais voir certains patients, parce que j'ai l'expérience d'avoir vu tel cas de pathologie, je vais avoir plus de chances d'aider plus mon patient. Alors qu'un cas que je n'ai jamais vu, eh bien, ça sera un peu plus compliqué. Très bien. Donc, il nous reste 2-3 petites questions. Bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup. Dans le monde professionnel, il y a une maladie qu'on en parle toujours, c'est le stress. Oui, tout à fait. Le stress est la cause de turnover, le stress est la cause de plusieurs maladies, donc c'est le sujet d'actualité sur le monde professionnel. Pourtant, il y a une étude qui s'est faite aux États-Unis et qui ont eu 3 groupes. Un groupe stressé qui fait très bien son travail, un groupe qui n'est pas stressé, qui ne fait rien du tout, et un groupe stressé et un groupe qui fait rien. Et le groupe qui est stressé et qui fait quand même quelque chose est le moins exposé à avoir des maladies. Est-ce que c'est vrai? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et pourquoi on a la raison scientifique? D'abord, vous avez raison de dire, le stress, c'est quelque chose d'extrêmement mauvais pour la santé, en particulier ce qu'on appelle le stress oxydatif, puisqu'il va toucher même notre ADN au niveau des cellules, les risques de maladies, de pathologies, de cancer et tout, etc. Mais attention, de quel stress on parle? On parle du stress négatif. Dans cette étude, vous avez raison de la citer, elle parle de stress positif. Nous avons tous besoin d'un stress positif. Exactement. Au contraire, un stress positif. D'ailleurs, les grands acteurs ou ceux qui rentrent sur scène, ils sont stressés. Mais c'est du bon stress pour qu'ils performent. Un athlète, quand il va démarrer un 100 mètres, la finale d'une Coupe du Monde, la finale, etc., tout le monde est stressé. Mais c'est du bon stress. Ce qui est mauvais, c'est le stress négatif, c'est-à-dire celui sur lequel vous faites tellement de choses, vous vous en sortez pas, vous avez mal planifié votre agenda, vous faites trop de choses, vous vous énervez, vous avez la famille, les enfants, vous avez le boulot, etc. Et ça va impacter votre santé. Vous faites plus d'activité physique, vous mangez mal, vous grossissez, vous vous détestez, vous rentrez dans un engrenage. Ça, c'est du stress négatif. D'ailleurs, je vais vous donner un chiffre qui est extrêmement intéressant. 67% des maladies sur Terre ne sont pas dues à la biologie ou à la génétique, mais à 5 facteurs qui sont le tabac, l'alcool, le manque d'activité physique, la mauvaise nutrition et le stress. Vous vous rendez compte? Ces 5 facteurs qui ne sont pas biologiques et qui ne sont pas génétiques sont responsables de 67% des pathologies. Donc le stress est un facteur, mais le stress négatif. Très bien. Donc, si Jafar, on passe directement à une question qui a une grandeur à l'échelle internationale ou à l'échelle communautaire internationale, c'est que est-ce qu'on est le monde de l'humanité, en quelque sorte? Est-ce qu'on est bien ou moins bien entre progrès, big data, intelligence artificielle? Est-ce que ça nous a servi à être plus bien ou moins bien? Alors, c'est une question extrêmement philosophique. Vous avez bien raison de la poser. Normalement, on doit être plus... Ça dépend dans quel... C'est-à-dire, est-ce que le monde s'est amélioré sur beaucoup de choses? Bien évidemment. Je vous donne un chiffre qui, des fois, les Marocains l'oublient. Quand on a eu notre indépendance en 1956, l'espérance de vie des Marocains était de 47 ans. 47 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie des Marocains est de 78 ans. On a gagné 31 ans. Et partout dans le monde, l'espérance de vie. Mais est-ce qu'on a des guerres? Oui. Est-ce qu'on a des On a l'impression qu'on vit moins bien. C'est pas qu'on vit moins bien, c'est qu'aujourd'hui, nos critères ne sont plus les mêmes. D'ailleurs, quand vous voyez l'indice de bonheur, regardez l'indice de bonheur qui a été publié, vous retrouvez les pays scandinaves en haut de l'échelle, parce que la notion de bonheur, la notion d'être bien n'est pas la même. La définition du bonheur chez un Japonais, chez un Marocain n'est pas la même. Vous pouvez avoir chez واحد تيقول لك ودي انا الا بصحتي والوالدين عايشين وتناكل طريف الخبز ومغطي مستور اللهم لك الحمد. Et vous avez d'autres qui disent non, moi j'ai pas de voiture, j'ai pas de bateau, j'ai pas de ça.
cette notion est différente. Mais globalement, est-ce qu'il y a des choses qui vont mieux? Oui. Est-ce que des choses vont moins bien? Bien entendu. Parce que vous avez vu, on n'a L'hygiène jamais de eu vie. des crises sanitaires comme on les a eues Exactement. Maintenant, par exemple, vous savez qu'au cours des 50 dernières années, la majorité des crises sanitaires, c'était des zoonoses. Qu'est-ce que ça veut dire les zoonoses? Ce sont les maladies transmises de l'animal à l'homme. VIH, Ebola, chikungunya, Zika, toxoplasmose, H1N1, coronavirus, MERS-CoV. Tout ça, ce sont des zoonoses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, cher Mehdi, la santé animale, la santé environnementale, la santé humaine sont intimement connectées. Et ça, c'est un enjeu majeur. Pourquoi? Parce que c'est nous qui impactons notre environnement. C'est l'homme qui impacte. C'est pas l'environnement qui nous impacte. C'est nous qui impactons les changements climatiques, le réchauffement, et ce que vous voulez. Mais également la santé animale que nous touchons, également l'environnement que nous touchons. Vous savez que à chaque fois que la calotte glaciaire est en train de fondre, et vous le savez, elle fond chaque année, nous découvrons des dizaines de milliers de nouveaux virus que nous ne connaissions pas. Donc vous vous imaginez, dans 20 ans, 30 ans, les jeunes, vous et d'autres et vos enfants vont connaître de nouvelles maladies qu'on ne connaissait pas aujourd'hui. C'est tout à fait normal. Donc le monde évolue. Est-ce qu'il évolue dans un bon sens? Oui, sur certains critères. Est-ce qu'il évolue dans un sens qui est différent? Je ne veux pas le juger. Oui, parce que nous l'avons modifié également. Très bien. Donc, c'est Jafar, merci beaucoup. C'était un C'est moi. épisode très riche en informations. Je vous laisse un message. Je vous laisse nous faire un message ouvert à tous les jeunes qui nous écoutent, à tous les Marocains, pour leur inspirer, pour les inspirer, pour leur transmettre un vrai message de cœur. Alors, mon message de cœur est simple, donc pour les jeunes, de dire, vous êtes non seulement l'avenir du pays, mais vous êtes notre avenir, et je crois que c'est extrêmement important de garder d'abord la foi. Et quand on garde la foi, ce n'est pas dans son côté uniquement religieux. Gardez la foi dans votre pays, gardez la foi dans ce que vous pouvez apporter. Bien sûr, votre pays vous apporte, mais gardez la foi dans ce que vous pouvez apporter. Et surtout dans tout cela, c'est qu'il faut jamais cesser de se battre dans le beau sens du terme. Se battre, c'est porter le couffin à une vieille dame. Se battre, c'est laisser des personnes vulnérables s'asseoir quand vous êtes dans un autobus. Se battre, c'est aider quelqu'un à traverser. Se battre, c'est réussir ses études pour pouvoir aider un collègue au travail. Se battre aussi, c'est pouvoir contribuer dans la politique locale, régionale ou nationale pour que son pays s'améliore. Se battre également, c'est faire en sorte que les futures générations protègent encore plus leur pays, leur environnement, etc. Et enfin, se battre, c'est de dire, écoutez, quel est, j'allais dire, l'héritage que je vais laisser à mes enfants et mes petits-enfants. Et ça, c'est une forme donc de bataille. Et cette bataille, c'est de dire, si je leur laisse les valeurs, et quand les valeurs, elles sont une dimension religieuse, elles sont une dimension culturelle, elles sont tellement de dimensions, mais il y a une autre dimension qui est extrêmement importante, qui ne se mesure pas, et que personne ne peut comprendre à travers le monde. Il n'y a que nous qui pouvons le comprendre. Une dimension, c'est la dimension d'être Mghrebi en Mghrebia. Voilà mon message. Merci beaucoup, c'est Jafar. Merci pour ce message fort qui nous a appris, qui apprend à tous les jeunes de changer les mauvaises habitudes par les bonnes attitudes. Donc, pour vous rendre un petit vibrant hommage à ces Jafar, on a un petit souvenir pour vous. Donc, c'est un cadeau. Oh, c'est gentil. Donc, c'est un cadeau, c'est Jafar. J'espère que Ah, mais je le garderai dans mon bureau. Ah, merci infiniment, Maroc Victoire. Maroc Victoire, Merci, merci beaucoup pour tout ce que vous avez merci, fait pour le merci Maroc, à pour vous. nous, pour la jeunesse. Merci, et en tout cas, fier de jeunes comme vous. Merci Et beaucoup, c'est Allah ça. يكمل عليكم يا بخير. ربي آمين وميرسي à vous. الله يبعد عليكم الشر يا وعين ربي آمين بنادم. وعينا كاملين إن Et شاء الله. merci infiniment. الله يكثر Merci. خيرك. شكرا بزاف. Merci. C'était Maroc Victoire, des récits pleins d'espoir. Merci, chers téléspectateurs. Au revoir.